Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, un rassemblement de l'opposition a violemment été dispersé par les forces de l'ordre. Les manifestants contestaient la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle. En Mauritanie, les autorités se préparent à accueillir le 27e sommet de la Ligue arabe. Ce rendez-vous devrait essentiellement porter sur la question de la sécurité face au terrorisme. Et puis nous irons en Égypte en fin d'édition pour découvrir un magazine en ligne indépendant. Il s'agit de Kérosène, une plateforme d'information qui brise les tabous de la société. Au Gabon, plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce samedi 23 juillet 2016. Ce rassemblement avait pour objectif de contester la candidature du président sortant, Ali Bongo Ondimba, à la présidentielle du 27 août 2016. Une manifestation violemment dispersée par les forces de l'ordre avec une dizaine d'arrestations. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Les forces de l'ordre ont dispersé à coups de grenades lacrymogènes ce samedi à Libreville une marche des opposants au régime d'Ali Bongo Ondimba. La marche était conduite par le président de l'Union sacrée pour la patrie, le professeur Albert Ondossa. À ses côtés, 4 candidats à la présidentielle du 27 août 2016, à savoir Ginzu Bandama, Casimiro Yemba, Ben Moubamba et Léon-Paul Ngolakia. Nous commençons ce jour notre marche pour la liberté, un combat démocratique. Nul doute que nous vaincrons parce qu'aucune dictature n'est venue à bout d'un peuple déterminé. Selon les principaux acteurs de cette manifestation dispersée, la marche devait être un test pour l'opposition de démontrer sa capacité de mobilisation. Dans le feu de l'action, Jean Rovi Dabani, correspondant télé et radio de plusieurs médias internationaux dont l'AFP, a été molesté par les gendarmes en furie. Après un bref tour dans une clinique, le journaliste est rentré chez lui avec quelques hématomes. Je rappelle qu'il ne doit pas y avoir de désordre. Et la sécurité que nous avons mise en place doit être à même de maîtriser les infiltrés. Le ministre de l'Intérieur, Pacom Oubélé, a affirmé que la marche n'était ni autorisée ni interdite et pour cause, les organisateurs n'ont fait qu'adresser une lettre d'information au ministre. Les organisateurs, quant à eux, affirment avoir respecté la loi, car celle-ci oblige plutôt les organisateurs à informer le ministre et non de lui demander une autorisation. Également dans l'actualité, au Nigeria, John Abiri, un chef rebelle de la région pétrolière, a été arrêté le 21 juillet dans l'état de Bayelsa. Il a avoué avoir dirigé les attaques menées en juin 2016 contre des installations pétrolières. Ce militant a également affirmé avoir menacé de perpétrer des attentats à la bombe, notamment contre la résidence présidentielle à Abuja. Au Mali, le calme est revenu à Kidal après les violents affrontements entre groupes armés survenus jeudi 21 juillet. Mais la tension demeure. La coordination des mouvements de l'Azawad a récemment exigé le retrait du Gassia de la ville de Kidal afin d'éviter toute éventuelle reprise des hostilités. Oumou Kalsoumba. Le calme est revenu à Kidal suite aux violents affrontements survenus dans la journée du 21 juillet 2016. Des combats qui ont opposé les ex-rebelles Touaregs de la coordination des mouvements de l'Azawad aux membres du Gatia, le groupe autodéfense Touareg, Imgad et alliés. La CEMA, qui a repris le contrôle de cette localité du nord du Mali, exige à présent le retrait du Gatia de Kidal et ses alentours afin d'éviter toute reprise des hostilités. Pour l'heure, les deux camps continuent de jeter sur l'autre la responsabilité de l'attaque. La demande de la CMA de voir le Gatia, groupe armé pro-gouvernemental, de quitter Kidal est une nouvelle escalade en quelque sorte dans les relations quelque peu tendues entre les mouvements Touareg dans cette ville de Kidal. Kidal est une sorte d'énigme pour tous les analystes et tous ceux qui suivent la situation du Mali. Kidal a été transformé en une espèce de no man's land confié à l'ex-rébellion Touareg par la France. Et donc, le gouvernement malien n'a pratiquement pas de contrôle sur la ville de Kidal.
Selon un bilan provisoire, une vingtaine de personnes ont perdu la vie lors des récents affrontements. 40 autres ont été blessés. Après une accalmie nocturne, des coups de feu ont été brièvement entendus le vendredi 22 juillet 2016. Pourtant, la CEMA et le Gatia sont tous deux signataires du protocole de paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ainsi d'un pacte de gestion collégiale de la ville sur le plan sécuritaire. Ces deux mouvements sont signataires de l'accord de paix qui implique aussi le gouvernement malien. Une nouvelle escalade, certes, qui survient dans un contexte extrêmement tendu, parce que c'est en quelque sorte l'histoire de deux commandants dans un même bateau. La ville de Kidal, à la suite d'un accord un peu bizarre, avait été confiée en gestion à ces deux mouvements armés. Or, comme on le sait, deux mouvements antagonistes ne peuvent pas survivre dans le même espace géographique, d'où la tension. Rappelons que le principal camp militaire de Napala, situé au centre du Mali, a été attaqué le 19 juillet 2016 par des hommes armés non identifiés. Le bilan avait fait état de 12 victimes du côté des soldats ainsi que plusieurs blessés. Un hommage à ces disparus s'est d'ailleurs tenu dans la ville de Ségou le jour même de l'attaque de Kidal. Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, se prépare à accueillir le 27e sommet de la Ligue arabe. Cette rencontre se tiendra ce lundi 25 et ce mardi 26 juillet. Les dirigeants de 22 pays sont attendus à ce grand rendez-vous, principalement axé sur le renforcement de la sécurité nationale des pays membres. Un reportage de notre envoyé spécial à Nouakchott, El Hadj. Attendu à Nouakchott les 25 et 26 juillet 2016, les chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe devront plancher sur plusieurs questions liées au terrorisme et à la place de l'organisation dans un monde où les regroupements régionaux sont de plus en plus forts et structurés. Pour faire face à l'épineuse question de la sécurité, surtout dans des pays comme le Yémen, la Palestine, la Libye ou encore la Somalie, la Ligue arabe a aujourd'hui besoin d'une stratégie commune. Ceci passe notamment par la mise en place d'une force militaire propre à l'organisation. Il faut savoir que sur le plan politique, le monde arabe est secoué par de profondes crises politiques, notamment en Syrie, en Libye, au Yémen, en Somalie. Ce sont des questions qui préoccupent tout le monde arabe. Je crois que les chefs d'État arabes qui se réuniront à Nouakchott vont se pencher sur ces crises et qui maintenant, les implications de ces crises dépassent bien entendu les frontières du monde arabe et le terrorisme sera un des points également saillants à l'ordre du jour de ce 27e sommet. Vous savez que la terreur maintenant dépasse les frontières du monde arabe. En conclave samedi à Nouakchott, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe soutiennent les stratégies fédératrices déjà proposées par les ambassadeurs et les membres du Conseil économique et social de l'organisation. Mais pour pouvoir mettre un terme à l'insécurité qui prévaut actuellement dans le monde arabe, certains analystes estiment que l'instance transcontinentale devrait aller au-delà des décisions. Vous savez, tant qu'on lutte contre le terrorisme sans prendre en considération d'améliorer la situation en amont des populations et surtout de la jeunesse, à mon sens, c'est une lutte qui est vaine. Il pourrait aussi, et c'est important, dresser des programmes économiques pour que les pays les plus faibles puissent se développer. Il pourrait enfin avoir des points communs ou des situations communes par rapport aux grands problèmes de l'heure. Les enjeux de ce 27e sommet de la Ligue arabe sont multiples. Ils vont de la lutte contre le terrorisme jusqu'à l'élection d'un nouveau président de l'organisation qui sera sans doute le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz. Pour rappel, l'organisation est composée de 22 pays. D'ailleurs, l'ouverture est prévue ce lundi. La rencontre va prendre fin ce mardi 26 juillet ici à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Et Africa 24 vous propose de suivre en direct de Nouakchott la cérémonie d'ouverture de ce 27e sommet de la Ligue arabe. Cette émission spéciale vous sera présentée par Graziella Chakunte avec la complicité de nos envoyés spéciaux déployés sur place. Donc c'est à suivre lundi 25 juillet à partir de 10h GMT sur notre antenne.
En Égypte, un magazine en ligne met en lumière les sujets tabous de la société. Il s'agit de Kérosène. Cette plateforme Internet traite de l'actualité de manière indépendante dans ce pays plutôt conservateur. Un déclic en un clic dans cet État répertorié à la 159e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse. Véronique Bellinga. Kérosène, le nouveau magazine en ligne égyptien à succès, brise les tabous. À l'origine de cette initiative, les frères et sœurs Mouafi, nés en Angleterre, lancés en 2011 sous le format d'une modeste plateforme internet d'information destinée aux habitants et visiteurs du Caire, Kérosène emploie aujourd'hui plus de 150 personnes, dont 25 journalistes. Succès grandissant qui s'explique notamment par le choix éditorial inédit du magazine en ligne. Depuis les débuts du magazine, l'objectif a toujours été de nuancer et diversifier nos publications. À l'époque, nous avions très peu de sujets qui traitaient de politique, d'économie, de business, de célébrités ou encore des top 10 des bikinis à porter cet été. Et je ne comprenais pas pourquoi. De ce fait, il a toujours été question de traiter n'importe quel sujet qui nous semble pertinent. On tente toujours d'inclure les opinions divergentes dans chacune de nos publications. L'entreprise a mis en place une plateforme multimédia afin d'attirer une vaste et jeune audience. L'esclavage domestique, la prostitution et le harcèlement sexuel, autant des thèmes traditionnellement occultés par les médias égyptiens par crainte de représailles des autorités, mais évoqués dans Kérosène. Ce n'est pas moi qui crée les polémiques, elles sont déjà omniprésentes dans la société. Tout ce que je fais, c'est mettre en lumière ces sujets tabous. La population nous juge, ce qui ne fait pas évoluer les mentalités. Je ne fais que rapporter des faits, je ne les invente pas. Je ne dis pas ceci est bien ou pas, je dis juste ça existe. Notre politique est d'être courageux. Selon Reporters sans frontières, la liberté des médias est régulièrement bafouée en Égypte, où les journalistes travaillent dans un environnement de plus en plus hostile. Toujours d'après l'ONG, le pays serait le 4e pays à compter le plus grand nombre de journalistes en prison, après la Chine, l'Érythrée et l'Iran. Un constat qui ne décourage pas pour autant la famille Mouafi. Également dans l'actualité égyptienne, les suites de l'enquête sur le crash de l'avion Egypt Air qui s'est abîmé en mer Méditerranée le 19 mai 2016. Les résultats démontrent que l'appareil s'est probablement désintégré en plein vol après un incendie dans le cockpit ou à côté. L'origine de cet incendie est jusqu'à présent non établie. Rappelons que 66 personnes ont succombé dans ce vol reliant Paris au Caire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.